Donald Trump a déclaré qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec Cuba et a appelé le peuple cubain à se débarrasser de son président communiste. Juste après que le ministère de l'Énergie de Cuba a officiellement annoncé une panne totale et complète sur toute l'île. Cuba a été complètement plongé dans l'obscurité car aucune des centrales électriques ne fonctionne plus. Au final, 10 millions de personnes se sont retrouvées sans électricité, et donc sans les autres services publics. Le système de production et de distribution d'électricité à Cuba est extrêmement vétuste et connaissait déjà des pannes auparavant, mais maintenant, à ces problèmes s'ajoute le manque de carburant pour les centrales électriques. Après que les États-Unis ont capturé le dirigeant du Venezuela, Nicolás Maduro, allié de Cuba, au début du mois de janvier, les livraisons de pétrole et de produits pétroliers vers Cuba se sont pratiquement arrêtées. Désormais, Donald Trump affirme publiquement, sans gêne, qu'il peut faire ce qu'il veut avec Cuba, et que les autorités cubaines lui demandent de conclure un accord. En fin de compte, les États-Unis ont déclaré explicitement que les Cubains devraient renverser leur président communiste afin de rétablir l'électricité et une vie normale sur l'île. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo où nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, à Cuba, contre laquelle Donald Trump a effectivement imposé un blocus pétrolier, un blackout total s'est produit lundi. L'électricité a été coupée sur toute l'île, qui compte environ 10 millions d'habitants. L'opérateur cubain du réseau électrique a déclaré que les causes précises de la coupure seraient encore en cours d'investigation. Mais le cœur du problème est évident. Le système de production et de transmission d'électricité. À Cuba, il est extrêmement usé, il connaissait déjà des défaillances auparavant, mais maintenant à ces problèmes s'ajoute le manque de carburant pour les centrales électriques. Parce que depuis le mois de janvier, les États-Unis ont bloqué tous les flux de pétrole vers l'île. Or, sans pétrole et produits polypétroliers, la production d'électricité sur l'île est impossible. Et voilà, les experts avaient averti que le régime communiste sur l'île avait au maximum 1 mois avant la catastrophe. Cuba a tenu un peu plus longtemps, mais le résultat est finalement évident. Après que les États-Unis ont capturé début janvier le dirigeant du Venezuela, Nicolás Maduro, allié de Cuba, les livraisons de pétrole et de produits pétroliers vers Cuba se sont pratiquement arrêtées. Ainsi, dans diverses régions de l'île, les coupures d'électricité de plusieurs heures sont devenues courantes. Début mars, la première panne totale due à une défaillance de la principale centrale électrique du pays a plongé les 2/3 de l'île dans le noir, mais il s'est avéré que ce n'était pas encore la limite. Depuis le début de l'année, seuls 2 petits navires transportant du carburant ont accosté dans les ports cubains. Vous pensez que les Russes ont aidé ? Pas si vite. Un navire pétrolier est arrivé à La Havane en janvier depuis le Mexique. Le deuxième transportait du gaz de pétrole liquéfié. C'est le type de gaz qu'on utilise généralement pour remplir les bouteilles de gaz des cuisinières. Vous avez sûrement vu ces bouteilles rouges. Eh bien, un navire transportant ce gaz est arrivé de la Jamaïque en février. Après cela, Donald Trump a laissé entendre qu'il valait mieux ne pas en fournir. Sinon, le Mexique et la Jamaïque se verraient en imposer de lourdes taxes. La Russie, d'ailleurs, avait promis haut et fort d'aider Cuba. Mais en réalité, elle n'a même pas envoyé de cargaison humanitaire. Du Venezuela, l'ancien principal fournisseur de carburant à Cuba, rien n'est arrivé. Pourtant, en février, la compagnie d'État vénézuélienne a chargé d'essence un pétrolier qui transportait habituellement du carburant vers Cuba. Mais il n'a toujours pas quitté les eaux territoriales du Venezuela. En raison des coupures d'électricité ainsi que de la pénurie de nourriture et de médicaments, des manifestations ont éclaté à Cuba. Le 14 mars, un événement extrêmement rare s'est produit sur l'île. Des manifestants ont incendié le bâtiment du comité du Parti communiste au pouvoir dans la ville de Morón. Et c'était, disons, le premier clou dans le cercueil du régime. Il est rapporté que le soir, dans l'obscurité, les gens participent aux traditionnelles marches des casseroles vides, typiques en Amérique latine. Les gens sortent, frappent sur des casseroles et des poêles et scandent le mot « liberté ». Le président cubain Miguel Díaz-Canel, le 14 mars, jour de l'incendie du comité du Parti communiste, a déclaré qu'il comprenait le mécontentement des citoyens face aux longues coupures d'électricité, mais il a bien sûr accusé les Américains de tous les maux. En gros, le régime cubain n'est pas responsable, c'est la faute des États-Unis.
Pourtant, auparavant, le 12 mars, Díaz-Canel avait confirmé une information de la presse américaine selon laquelle la Havane menait des négociations directes avec Washington, même s'il n'a presque rien dit sur leur contenu. La presse américaine avait précédemment rapporté que ces négociations secrètes étaient menées par Raúl Guillermo Rodríguez Castro, le petit-fils de l'ancien président cubain Raúl Castro, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, dont les parents, je le rappelle, sont venus aux États-Unis précisément depuis Cuba. Le même jour, la Havane a déclaré qu'à la suite des négociations avec le Vatican, ils avaient libéré 51 détenus en signe de bonne volonté. Ils ont voulu montrer qu'ils étaient, soi-disant, des négociateurs raisonnables. Au même moment, le président américain Donald Trump a commencé à menacer Cuba, déclarant qu'elle serait la prochaine après le Venezuela et l'Iran sur sa liste des pays nécessitant un changement de direction. Dimanche, Trump a déclaré que Cuba voulait conclure un accord, je cite, « Je pense que très bientôt, après la fin de la guerre avec l'Iran, soit nous conclurons un accord avec Cuba, soit nous ferons ce que nous devons faire. » Mais le jour où Cuba a été privé d'électricité, Trump a commencé à utiliser une rhétorique plus dure. Trump a affirmé qu'il pouvait désormais tout faire avec Cuba. Finalement, le New York Times écrit que les États-Unis veulent ouvertement changer le président de Cuba, mais lui permettre de conserver son régime. Selon certains responsables de l'administration de Donald Trump, le départ du chef de l'État cubain ouvrirait la voie à des réformes économiques structurelles que, pour des raisons idéologiques, l'actuel président Miguel Díaz-Canel ne soutient pas. Cette approche correspond à la vision de la Maison-Blanche, selon laquelle il vaut mieux ne pas changer complètement les régimes hostiles, ne pas les renverser, mais obtenir leur obéissance comme cela a été réussi dans le cas du Venezuela. Et voici, l'une des sources à la Maison-Blanche a déclaré que le renversement du président de Cuba serait pour Trump une victoire symbolique. Cela lui permettrait d'affirmer qu'il a renversé le dirigeant d'un pays communiste. Un gouvernement qui s'oppose aux États-Unis d'Amérique depuis plus de 65 ans, mais le régime lui-même, en principe, peut être laissé en place. Trump a déjà déclaré lundi que ce serait un honneur pour lui de prendre le contrôle de Cuba d'une manière ou d'une autre. Que je la libère ou que je la prenne, je pense que je peux en faire ce que je veux, honnêtement. En ce moment, c'est un pays très affaibli. Mais si l'on met de côté tout le populisme, l'objectif principal des responsables américains est que Cuba ouvre progressivement son économie aux hommes d'affaires américains et aux entreprises américaines, devenant ainsi un État client des États-Unis. Cela permettra également à Donald Trump d'annoncer quelques victoires politiques symboliques. Je vais m'arrêter ici. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne YouTube financièrement avec un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Pour savoir comment faire, toutes les informations et liens sont dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.